L'homme s'identifie depuis des millénaires comme un mortel, c'est-à-dire le seul être vivant qui sait qu'il va mourir. Tous nous avons appris depuis l'enfance à penser la mort, en voyant des cadavres d'animaux, ou en étant endeuillés par la perte d'animaux familiers. Vers 3-4 ans, les enfants posent des questions sur la mort. Certains ont l'expérience plus ou moins traumatisante de la mort de proches. Nous avons ainsi tous une histoire intime avec la mort, où cohabite une certaine expérience, unique pour chaque personne, mais aussi une inexpérience flagrante, puisque personne parmi nous n'est déjà mort. Cette conscience de notre finitude se révèle un formidable booster de vie, pour deux raisons. D'abord, le temps nous est compté, il y a urgence à vivre bien. Ensuite, nous sommes devant un destin commun. Donc cette mort qui nous pousse à vivre nous relie aussi les uns aux autres. Elle s'intègre au cycle de vie, elle permet de faire place aux générations nouvelles. Le fantasme transhumaniste de l'immortalité pose à cet égard des questions insondables. Qu'adviendrait-il si les générations s'accumulaient au lieu de se succéder? Vu sous cet angle, la mort devient une réalité nécessaire. Elle permet le renouvellement et favorise l'innovation, car les générations humaines se suivent et ne se ressemblent pas, contrairement aux générations d'animaux. Il faut donc faire confiance à l'humanité future pour prendre le relais et répondre aux défis de son temps. La portée de la mort change bien entendu selon qu'on pense que la mort est la fin de notre existence ou le passage vers une suite. Mourir devient moins scandaleux si c'est comme une nouvelle naissance. J'espère que la comparaison ne vous choquera pas, mais j'ai retrouvé dans certains services de soins palliatifs une atmosphère qui s'apparente à certains égards à celle d'une maternité. Un événement intime, unique et personnel se prépare et advient pour quelqu'un. Il inscrit cette personne dans l'histoire. Cet événement inéluctable, unique et nouveau concerne le cercle de ses proches qui le commentent avec intensité, émotion, douleur et ferveur. Événements privés par excellence, mort et naissance se célèbrent toutes deux et prennent place dans la vie publique. L'interdit de tuer jaillit de la conscience que la mort est irréversible. Emmanuel Lévinas soulignait l'humanité de l'interdit de tuer à partir des caractéristiques de notre visage, reflet de notre dignité. Pour Lévinas, le visage est ce qui interdit de tuer. Cet interdit fondateur est la condition première de la vie en société, de la paix sociale. Il est inscrit dans la conscience morale de tout être humain, si cette conscience est correctement éclairée. Ce genre d'interdit ne souffre aucune exception. Comme en matière de peine de mort, une seule exception ruinerait la règle. On n'imagine pas un pays affirmant avoir aboli la peine de mort, sauf exception pour tel ou tel crime abominable. Le raisonnement est a fortiori transposable à la prévention du suicide et de l'euthanasie. La mort est pour tous la seule réalité à venir qui soit certaine, puisque nous allons tous mourir. Mais cette réalité certaine est en même temps imprévisible, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure. Cette imprévisibilité est un élément majeur à préserver. La mort est une voleuse de vie, trop radicale pour que nous en fassions complices. Qu'elle arrive à son heure est inéluctable, mais s'octroyer le pouvoir de priver une personne de son reste à vivre est exorbitant. C'est toujours une transgression. Nous sommes donc appelés, pour nous-mêmes et aussi pour nos proches, à consentir à cette imprévisible de la mort. Dans une société qui nous fait injonction de réussir nos projets, la mort déjoue l'air ambiant en nous forçant à consentir au réel sans prétendre tout prévoir, tout contrôler. C'est plus difficile pour ceux qui n'aiment pas lâcher prise, se laisser faire, s'abandonner, se montrer faible. Je me souviens d'un échange avec Noël Châtelet, fille de Mireille Jospin et sœur de Lionel. Leur mère s'était suicidée avant d'être atteinte par les maux du grand âge. Dans un débat qui nous opposait, Noël Châtelet affirmait qu'en mettant fin à ses jours, sa mère lui avait donné une leçon de force. Je n'ai pas nié l'hommage qu'une fille rendait à sa mère, mais j'ai pu affirmer qu'en mourant après de longs mois de dépendance, mon père nous avait donné une leçon de faiblesse, que je crois extrêmement précieuse, vitale même. À Alliance Vita, nous avons enquêté sur la mort avec le souci de penser, avec les deux orthographes, la fin de vie. Pour notre enquête de rue Parlons la mort, nous avons posé une question à des passants. Qu'est-ce que la mort d'un proche vous a appris de la vie?
Cette question a ouvert des milliers de conversations fraternelles. Nous avions lancé cette campagne conscients que le silence sur la mort et le deuil nous ampute de force de vie et de solidarité. Au contraire, échanger sur ce sujet, peut-être en compensation de rites de deuil de plus en plus escamotés, nous ouvre à la fraternité universelle, tout en nous réconciliant avec notre finitude. Les messages recueillis pour cette enquête sont souvent des leçons de sagesse. Par exemple, ne pas attendre le dernier moment pour se dire qu'on s'aime. Ou encore, avec la mort de telle personne, j'ai compris la valeur des larmes. J'en tire personnellement une précieuse maxime qui se vérifie souvent au chevet d'une personne en fin de vie. Joie et épreuve sont compatibles. Avant le consentement à la mort proprement dite, il y a le consentement à cette forme de vie particulière qui précède la mort et qui est d'une densité émotionnelle, relationnelle, familiale, spirituelle extraordinaire. Encore faut-il, dans les contraintes inhérentes à nos vies, être en mesure de s'offrir ces moments et les partager avec d'autres. Nous avons aussi enquêté à propos de la mort de proches sur ce qui s'était bien passé et mal passé. Ce retour d'expérience recueilli dans la rue, puis au sein même de nos équipes, avait un objectif, revenir au réel. Nous avons maintes fois constaté que le débat sur la fin de vie était comme idéologisé et perdait le contact avec la réalité. En réalité, donc, les choses se passent bien quand les personnes sont correctement soulagées et correctement accompagnées. Et elles se passent mal quand elles sont mal soulagées et mal accompagnées. Ce sont presque des lapalissades, mais c'est ce fossé entre ces besoins essentiels et la réalité qui génère bien des traumatismes sur lesquels s'appuie la revendication euthanasique. Par ailleurs, on ne peut que se désoler, a posteriori, que la gestion chaotique de la pandémie ait pu produire de grands malheurs et des deuils très difficiles pour des personnes qu'on a cru devoir priver de toute présence auprès de leurs proches. Face aux situations de fin de vie, il est donc essentiel d'opter pour l'implication tout en renonçant à la maîtrise totale. S'impliquer exige ainsi d'assumer la complexité inhérente à la fin de vie. Or, la focalisation du débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté ne rend pas compte de la multiplicité des questions qui se posent lorsqu'une personne gravement malade s'approche de la mort. Comment soulager ses douleurs? Comment accompagner ses souffrances morales? Où doit-elle être hébergée? Comment se relayer auprès d'elle? Comment respecter sa pudeur, ses désirs? Comment rendre compatible cette présence avec un métier, des enfants, d'autres contraintes? Quel système de suivi sanitaire privilégié? Quel matériel louer ou acheter? Comment assurer ses repas et les nuits? Comment soutenir l'aidant de proximité? Éviter qu'il ne décompense et devienne maltraitant? Peut-on le forcer à se reposer? Comment se coordonner au sein d'une famille sans se concurrencer? Quelles nouvelles donner à l'extérieur? Et comment régler les questions financières? L'enjeu des soins palliatifs, à domicile ou à l'hôpital, en service dédié ou mobile, est un sujet de plus. On ne répond pas à ces questions une fois pour toutes, mais au jour le jour, au milieu d'un stress indéniable, voire d'une confusion qui nécessite souvent d'être accompagnée. Voilà la réalité. La demande sociale d'euthanasie est en réalité extrêmement marginale. Un travail participatif réalisé dans l'espace éthique de Picardie sur le maintien à domicile des personnes en fin de vie l'a confirmé. L'attrait de l'aide à mourir n'est évoqué que dans 3 des 1500 verbatims décrivant les problématiques affrontées. Il suffit aussi de regarder les enquêtes sur les priorités des Français pour mesurer le décalage entre le discours public et la réalité. Par exemple, dans l'enquête BVA réalisée en vue de l'élection présidentielle de 2022 sur les priorités des Français, il y en avait 22 proposés, 0% des sondés classent l'euthanasie dans leurs priorités. J'en viens à 3 constats concernant la fin de vie à intégrer pour l'accompagner. Premier constat, la mort nous appelle à la solidarité, car elle a toujours sa part dramatique et souvent quelque chose de scandaleux. Elle fait de la peine à ceux qui restent, et quand la mort de quelqu'un ne fait de peine à personne, on peut s'en désoler. C'est que la mort sociale avait précédé le décès. D'où notre engagement pour que chacun compte toujours pour quelqu'un. C'est un élément clé de la prévention du suicide. Exclure de cette prévention une personne ou une catégorie de personnes, par exemple ceux qui portent telle ou telle grave maladie, c'est une façon de nier leur humanité, leur valeur et leur vie. Même chose pour l'euthanasie. La réalité de la fin de vie et de la mort sont un appel à l'action. Présence, soins et aide avant, présence
condoléances et consolation après. Toute fin de vie, toute mort nous incite à nous relier, à faire preuve de solidarité. Les rites de deuil, avec la conscience de la mort, sont une autre façon de définir l'humanité. L'être humain est le vivant qui honore sa dépouille mortelle, en principe même celle de ses ennemis. La mort provoque un respect sacré pour celui qui n'est plus, dont on ne dira en principe que du bien pendant un certain moment. Second constat, la mort est un objet de peur et de déni. Vous connaissez la formule de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Nous avons beau être conscients que mourir est notre destin, nous vivons souvent comme si nous ne mourrions jamais. C'est notre façon d'exorciser cet événement, mais aussi de manifester notre attachement à la vie. Mais le risque serait de perdre en sagesse. Confucius, il y a 2500 ans, affirmait que l'homme avait deux vies, la seconde commençant quand il avait réalisé qu'il n'en avait qu'une. Et effectivement, bien des personnes changent de vie après avoir frôlé la mort. Ils modifient leurs priorités, accordent plus de prix à ce qui est bienfaisant, goûtent les relations. Viktor Frankl affirmait, dans le même esprit, qu'il faudrait vivre comme si c'était la seconde fois, car on connaîtrait désormais le prix de la vie. On lui donnerait davantage de sens. Troisième constat, la socialisation de la mort donne son sens à la vie. Le même Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, avait constaté que la façon la plus ultime et sublime de donner un sens à sa vie était de vivre dignement les souffrances inévitables. Notez qu'il dit « souffrance inévitable », ce qui exclut tout dolorisme. Bien des personnes semblent en effet vivre plus pleinement devant témoins dans les temps ultimes de leur existence. La fin de vie, quand il n'est plus possible de faire comme si on ne mourrait jamais, devient un moment d'une densité extraordinaire, de relations vraies, faites de déclarations d'amour, de tendresse, de pardon. Damien Leguet insiste dans son essai intitulé « Le fin mot de la vie » sur l'importance à ce moment-là des paroles échangées. Il se dit préoccupé par l'idée qu'une bonne mort serait une mort endormie, inconsciente, et affirme « Nombreux sont les adieux qui font défaut ». Ceux qui partent ont quelque chose à transmettre et ceux qui restent ont quelque chose à en recevoir. Même les moments de communication non verbale, voire d'inconscience d'un patient, à la fois éprouvants et mystérieux, peuvent se révéler féconds pour la vie de ceux qui restent. En conclusion, je me permets d'interroger l'expression qui s'est paradoxalement répandue dans le débat sur la fin de vie, le mal mourir. En France, on mourrait mal, parfois de plus en plus mal. Est-ce la réalité ? Certes, il y a encore trop de personnes mal soignées, mal soulagées et surtout mal entourées et accompagnées. Mais avec les immenses progrès des soins antidouleurs et le développement des soins palliatifs, nous devrions avoir les moyens d'accompagner chacun dignement. Je crains qu'il ne faille chercher la raison de l'idée d'un mal mourir en deux directions qui ne nous honorent pas. D'abord, l'individualisme, qui nous prescrit de ne pas nous déranger pour autrui ou de ne pas déranger autrui. Ensuite, la perte de confiance dans notre capacité de mourir de mort naturelle. Il paraît que Françoise Dolto rassurait des enfants malades proches de leur mort en leur disant « Ne vous inquiétez pas, on meurt quand on a fini de vivre ». J'ai vu mourir un proche. Et je dois dire que cela m'a rassuré sur ma propre capacité à mourir le moment venu. Il n'y a pas d'un côté la volonté qui voudrait mourir et de l'autre le corps qui s'y refuserait. Il y a un combat entre la vie et la mort et à un moment donné, le corps et l'esprit lâchent ensemble. Ce moment, les études l'ont montré, intervient par surprise, mais pas forcément par hasard. On meurt davantage après la fête de sa religion, après avoir revu un proche qu'on attendait, ou quand on a été rassuré sur un point ou l'autre qui nous préoccupait. Certains patients profitent de la pause café d'un conjoint qui ne lâchait pas leurs mains pour partir en douce, pudiquement. Le piège de l'idéalisation de la mort, maîtrisée mais violente, par euthanasie ou suicide assisté, mérite d'être déjoué. Le consentement à mourir intervient plus qu'on ne le croit dans la mort naturelle. Quant à notre individualisme qui fait le lit de l'euthanasie et du suicide assisté, c'est à nous de le contrer en nous montrant solidaires des plus fragiles. Penser la fin de vie, c'est passer d'un monde d'objets qu'on possède à un monde de relations dont on prend soin. Je vous remercie.